Una mattina sono alzato, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Partigiano, partigiano, dammi via, bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio, partigiano, bella ciao, 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 ciao. E se muoio, partigiano. Bonjour, merci de l'invitation. C'est pas la première fois que je viens à Orsay pour ce genre de réunion et c'est toujours très intéressant. Le thème sur lequel on s'est mis d'accord pour intervenir, c'est celui-ci. C'est une question, je vais m'attacher à montrer, j'espère, que c'est une question très politique et qui relève au premier chef de l'action d'un parti comme le Parti communiste français. Donc c'est bien sous cet angle-là que j'aborde la question. Il s'agit de prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir sur l'argent parce que, à mon sens, le Parti communiste n'est pas n'importe quel parti. C'est un parti qui se fixe comme objectif, qui, face à toutes les questions qui se posent dans la société d'aujourd'hui, aborde ces questions sous l'angle d'une transformation sociale radicale, du dépassement du système capitaliste, qui est le système économique dans lequel nous vivons, du système libéral, qui est le système politique dans lequel nous vivons, jusqu'à leur abolition et jusqu'à la construction d'une civilisation tout à fait nouvelle par rapport à celle dans laquelle nous vivons. Et ceci comporte évidemment des conditions. Ça ne se fait pas sans lutte et sans prise de pouvoir. Et donc, quand on parle c'est une expression consacrée que je vais reprendre à mon compte, de visée communiste, c'est quelque chose qui va très loin. Il s'agit, comme je viens de le dire, d'une transformation qui touche aux ressorts les plus profonds des relations que les êtres humains nouent entre eux et qu'ils nouent aussi avec la nature pour produire les richesses qui sont nécessaires à leur existence. Et donc, c'est un objectif très ambitieux. Mais nous ne sommes pas des socialistes utopiques qui dessinent une société idéale et puis il suffirait d'appliquer des plans préconçus pour réaliser le bonheur pour tous. Ça, l'histoire du mouvement ouvrier a prouvé que cette façon d'aborder les choses ne suffisait pas. Mais nous ne sommes pas non plus comme ce qu'on appelle les révisionnistes dans la Deuxième Internationale au tournant du 19e ou du 20e siècle, qui avaient choisi d'abandonner le caractère révolutionnaire de leur mouvement, de leur parti, de leur combat, en disant le mouvement est tout, le but final n'est rien. Nous ne pensons pas ça non plus, même si on peut le lire écrit ici ou là dans des textes qui circulent dans la préparation du Congrès. Nous pensons que le but final, c'est très important. Mais nous savons que pour atteindre ce but final, il faudra se battre et il faudra prendre le pouvoir et prendre des pouvoirs. Donc nous n'hésitons pas à dire que dans ces luttes que nous préconisons et dont nous considérons que notre parti doit participer à leur organisation, eh bien, on doit pouvoir définir des étapes pour passer de la société où nous vivons à une société très différente. Tout ceci est un peu abstrait, je viendrai dans les choses plus concrètes dans la suite. Et donc, nous essayons, pour chaque objectif que nous nous fixons, pour chaque domaine de combat politique, nous essayons à la fois d'avoir toujours en perspective l'objectif de transformation radicale de la société qui est notre raison d'être, mais nous nous efforçons aussi de rechercher, de trouver, de définir les voies par lesquelles nous allons y arriver. C'est à la fois le but et le chemin. Et ça s'applique en particulier à l'économie, donc c'est l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Et alors, je vais emprunter à Paul Boccarat, qui est le grand théoricien marxiste, qui est décédé au mois de décembre dernier, une façon de présenter l'économie qui découle directement du travail de Marx, mais qui est assez commode, je pense, pour comprendre le type de choses que nous voulons faire en matière de transformation politique. Vous savez que la première phrase du Capital, c'est la richesse du monde contemporain se présente à nos yeux sous la forme d'une immense accumulation de marchandises. Donc qui dit marchandises dit marché. Et le capitalisme, c'est une économie de marché. Ce n'est pas seulement une économie de marché, c'est une économie de marché.
un caractère un peu particulier, mais c'est une économie de marché. Et on peut même être un petit peu plus précis en disant qu'on peut organiser une présentation de l'économie capitaliste en disant qu'elle est constituée dans chaque pays de 3 marchés. Et puis il y a un 4e marché qui relie les différentes économies entre elles. Donc le premier marché auquel on pense, c'est celui des objets ordinaires, une caméra, une table, une montre, un billet de chemin de fer pour faire un voyage, une coupe de cheveux, un contrat d'assurance. Tout ça, ce sont des marchandises, et ce sont des choses qui sont produites. Des choses banales auxquelles nous avons affaire dans la vie courante. Et il y a des choses qui sont un petit peu moins banales, qui sont par exemple des machines-outils, des usines, qui sont aussi des objets et aussi des marchandises qui sont produites. Et ce marché est en crise. On a claironné parce que la France a fait 2% de croissance en 2017, mais 2% de croissance, c'est 3 fois moins que ce qu'on faisait dans les années 60. C'est une efficacité. Aujourd'hui, nous ne sommes même plus capables de produire assez de richesses pour payer les retraites, hein, puisque le système est incapable de répondre aux revendications que nous avons. Nous avons une situation sociale où la pauvreté augmente. Donc il n'y a pas notre système économique, notre système de production de richesses est en crise profonde, à la fois parce qu'il ne produit pas assez de choses dont nous aurions besoin, et parce qu'il produit aussi des choses dont nous n'avons absolument pas besoin et qui sont même nocives. Et la crise écologique que nous traversons est aussi une manifestation éclatante de cette crise, de cette inadaptation du marché capitaliste aux besoins de la société contemporaine. Et je pourrais citer d'autres exemples. Et donc, nous voulons dépasser le marché des produits. Nous voulons aller au-delà de l'économie de marché. Nous pensons que c'est possible. C'est possible. D'abord, nous pensons que c'est nécessaire si on veut résoudre, par exemple, répondre à la crise écologique ou à la révolution écologique ou à la révolution démographique. Et nous pensons que c'est possible parce qu'il y a des évolutions. Et je prends un exemple qui est important, ce qu'on appelle la révolution informationnelle, le fait qu'on peut produire beaucoup plus de choses avec moins de travail, mais en utilisant produire consiste de plus en plus à manipuler des informations et pas seulement manipuler de la matière. Ça nous donne des possibilités pour faire fonctionner l'économie tout autrement, selon un principe de partage et non pas selon un principe d'appropriation privée des moyens de production. Je vais très vite sur ce point, puisque ce n'est pas l'objet principal de l'exposé d'aujourd'hui, mais nous pensons que ceci donne des possibilités pour dépasser le marché, maîtriser les marchés et les dépasser. Et donc, évidemment, l'objectif est extrêmement ambitieux, et il faut donc définir des étapes, des voies de passage pour ce dépassement du marché. Nous pensons qu'il y en a en particulier 2. L'une, c'est de développer de nouveaux services publics. Donc la question des services publics est au cœur de l'actualité avec l'attaque de Macron contre la SNCF. Et nous pensons qu'il faut non seulement défendre les services publics, mais les développer et les concevoir de façon tout à fait nouvelle, avec des nouveaux pouvoirs pour les citoyens, pour les usagers, et de nouvelles ambitions pour s'occuper du bien-être général, de l'environnement, etc. C'est une première voie que nous pensons devoir emprunter précisément, puisque quand on développe le service public, ça veut dire qu'on fait échapper, pour une part, en partie, on émancipe en partie du marché, la production de certains biens et de certains services. Et ça, c'est valable, évidemment, dans certaines sphères de la production, mais dans l'ensemble de la production, nous pensons qu'il faut que la façon de produire soit totalement modifiée, et qu'elle obéisse à d'autres critères que le critère qui guide la production et l'accumulation du capital, qui est le critère de la rentabilité capitaliste. Nous proposons de se battre pour la mise en œuvre dans les entreprises de nouveaux pouvoirs pour les travailleurs, éclairés par de nouveaux critères de gestion, pour fixer d'autres buts et une autre efficacité sociale à l'activité productive. Mais qui dit prendre le pouvoir dans l'entreprise, ça veut dire qu'on va effectivement se comporter en arrachant le pouvoir à ceux qui l'ont aujourd'hui, qui sont les propriétaires des moyens de production. Mais jouir de la propriété des moyens de production, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire décider de ce qu'on fait avec l'argent qu'on a avancé, pour produire ou pour ne pas produire d'ailleurs. Donc il faut aussi se battre pour conquérir le pouvoir sur l'argent. C'est le sujet de la soirée d'aujourd'hui, donc je ne vais pas développer beaucoup davantage sur ce point, puisque ça sera l'objet de la suite de nos débats, mais je précise que nous avons aussi cherché par quelle voie on pourrait s'attaquer à ce pouvoir de l'argent qui paraît quelque chose d'inaccessible. Nous pensons que c'est accessible, et à une condition, c'est de s'attaquer aux banques. Et donc nous pensons que l'étape, le point d'appui à partir duquel nous pouvons prendre le pouvoir sur l'argent, c'est de s'attaquer au crédit bancaire. Évidemment, tout ceci se place au niveau national, mais on sait très bien que si on veut prendre le pouvoir sur l'argent en France,
on va être confronté à un problème, qui est celui de la mondialisation financière, du fait que les capitaux circulent instantanément sur toute la planète sans aucune restriction. Donc il faut s'attaquer aussi à cette mondialisation capitaliste. Donc nous voulons aussi dépasser le marché mondial, en coopération avec les autres peuples, avec les pays émergents, avec les pays développés, avec les pays en développement. Et donc nous proposons comme étape les modalités d'une autre mondialisation. Si je ne suis pas trop long dans mon exposé, on aura le temps d'en dire un mot à la fin. Et j'ai regardé pour la fin un marché qui nous concerne tous, et qui est ce qu'on appelle, un peu par abus de langage, le marché du travail. Le marché du travail, ce n'est pas exactement le marché du travail, c'est ce marché sur lequel des êtres humains viennent en proposant à des propriétaires des moyens de production, à des gens qui ont de l'argent, de vendre à ces propriétaires l'usage de leur force de travail pendant un temps donné, et en contrepartie, ils reçoivent un salaire. Et c'est une question hautement politique, puisque le capital, lui, il ne connaît pas d'êtres humains, il ne connaît pas des hommes et des femmes. Le capital, il ne connaît que des salariés. Il ne prend l'humanité que sous cet angle étroit de l'être qui est capable de produire de la valeur en produisant des marchandises et de le faire en contrepartie du paiement en argent d'un salaire. Et ça, nous considérons qu'il faut s'émanciper de ce salariat capitaliste, s'émanciper de cette précarité, de cette subordination qui est caractéristique du rapport salarial, c'est-à-dire une autre façon d'appeler le rapport capital-travail. Et donc nous pensons qu'il faut s'émanciper de ça, que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et que par conséquent ça doit passer par la construction de nouvelles institutions, ce que nous appelons la construction d'une sécurité d'emploi ou de formation. Et tout ce que je vais dire sur le marché de l'argent est étroitement lié à ce qu'on peut dire sur les autres marchés. Nous avons dans notre démarche, dans notre bataille, dans notre programme politique, dans notre visée communiste, une cohérence. Et cette cohérence est nécessaire parce qu'en face, ils sont cohérents. La recherche de la rentabilité du capital, ça instruit toutes les décisions qui se prennent, non seulement dans les gouvernements, dans les conseils d'administration des multinationales, dans les comités de crédit des banques, et aussi dans les moindres petits endroits où se prennent des décisions, dans les PME, dans les filiales des multinationales et tout ça. Et donc cette cohérence-là, elle est très puissante. Emmanuel Macron, c'est cette cohérence-là personnifiée. Il est complètement nourri de cette logique de la rentabilité du capital, et il applique sa politique, et c'est ce qui fait, d'une certaine façon, sa force. C'est ce qui fait aussi son extraordinaire perversité, l'extraordinaire nocivité de la politique de Macron. Mais si on veut être à la hauteur du défi que nous lance cette politique, si on veut l'empêcher de briser les reins du monde syndical dans cette bataille de la SNCF, de briser le service public, de casser nos retraites demain s'il réussit son coup sur la SNCF, eh bien, il faut être aussi fort que lui, il faut être plus fort que lui. Et il faut être plus fort que lui aussi sur la cohérence du contre-projet de l'alternative sociale qu'on lui oppose. C'est difficile, c'est ambitieux, mais on ne s'en sortira pas autrement. Je continue en indiquant que la cohérence, elle peut s'exprimer aussi par une méthode. Et la méthode que nous préconisons, c'est de lier à chaque fois qu'on est confronté à un problème politique, social, écologique, de se poser une question, de considérer que trois choses sont liées. Évidemment, nous voulons, en matière économique, donc tout ce qui concerne la production et l'activité économique en général, nous voulons viser des objectifs très ambitieux. Éradiquer le chômage, éradiquer la pauvreté, reconstruire la production sur des bases écologiques, construire une coopération mondiale et non pas la guerre de tous contre tous sur la planète pour l'accès aux ressources naturelles, etc. Ce sont des objectifs très ambitieux. Si on veut les atteindre, il faut regarder la réalité en face et se battre pour obtenir les moyens de les réaliser, ces objectifs. Et donc, il faut considérer à la fois les objectifs et les moyens d'atteindre ces objectifs. Et parmi les moyens, on comprend bien qu'il y a un rôle particulier qui est tenu par les moyens financiers, d'où l'objet de la séance de ce soir. Mais évidemment, ce que nous voulons, ce n'est pas seulement les moyens financiers, c'est décider ce qu'on en fait de ces moyens financiers, c'est-à-dire prendre le pouvoir sur l'argent, par exemple. Et donc nous le faisons avec des outils, comme par exemple ces critères d'efficacité sociale, économique et écologique, radicalement opposés aux critères de rentabilité du capital. C'est comme ça qu'on prend le pouvoir sur l'économie, qu'on exproprie en quelque sorte les détenteurs de la propriété des moyens de production. Alors, je me viens maintenant au sujet proprement dit de notre conférence, qui est la nécessité, qui me semble réelle, de prendre le pouvoir sur l'argent. Je veux tenter de vous proposer une présentation des propositions que nous faisons en quatre
en 4 parties, en 4 moments successifs que vous voyez inscrits ici. Insister sur le côté politique de cette bataille pour l'argent, quelques indications sur la façon dont le système est organisé, mais je vais vite là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps de faire de la technique. Insister sur, en troisième point, sur le point qui me paraît politiquement le point clé, c'est que nous savons où il faut frapper le pouvoir de l'argent. Il faut frapper sur les banques. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Et j'en reviendrai évidemment je vais tâcher d'y arriver le plus vite possible parce que c'est quand même le plus important. Nous avons un certain nombre de propositions pratiques qui peuvent être définies en termes d'objectifs de lutte immédiats pour taper sur les banques pour pouvoir prendre le pouvoir sur l'argent. Alors, première partie, l'argent, un enjeu de pouvoir. Alors, je vais déjà commencer par faire quelque chose qui est évident, que tout le monde connaît, et pourtant, quand on commence à développer des programmes économiques, on a parfois tendance à l'oublier. C'est qu'il y a un mot en français qui est le mot financer, qui peut avoir 2 sens différents. Si je dis à mon fils, je vais te financer un voyage au bord de la mer, ça veut dire que je vais lui donner de l'argent pour payer l'hôtel, pour payer le billet de chemin de fer. Là, c'est le sens banal, c'est-à-dire qu'il existe des choses qui existent, qui ont été produites, je donne de l'argent et en échange, je reçois des choses qui existent, qui ont été produites. Là, voilà, on a des produits qui existent et qui sont transmis à un acheteur contre versement d'une somme en argent. Ça, c'est banal, c'est la circulation des marchandises dans les échanges sur le marché. Mais quand on parle de financement en économie, on a plutôt en tête un autre sens. C'est le problème auquel on est confronté quand on veut commencer à produire des richesses. Par exemple, je veux construire une usine pour fabriquer des choses qui seront utiles, qui répondront à un besoin et dont j'espère qu'elles pourront se vendre sur le marché. Donc, le problème, c'est que ces choses-là, elles n'existent pas encore. Elles sont à l'état de projet. Quand les marchandises auront été fabriquées, quand elles auront été mises sur le marché, quand elles auront été vendues, je recevrai de l'argent en échange de ces marchandises. Mais aujourd'hui, ces marchandises n'existent pas. Elles ne sont pas produites, elles ne sont pas vendues. Donc je n'ai pas d'argent. Donc il faut que je trouve de l'argent pour les produire. Et ça, c'est la question fondamentale du pouvoir économique. Hein. Les principales décisions concernant l'économie sont des décisions d'investissement, c'est-à-dire décider aujourd'hui de dépenser de l'argent pour produire des richesses demain. Et quand les richesses auront été produites, je recevrai de l'argent avec lesquels je pourrai éventuellement rembourser ce que j'ai emprunté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut que j'aille chercher cet argent quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut emprunter. Et donc, et ça c'est vrai pour la production privée, mais c'est vrai aussi pour les services publics qui vont apporter du bien-être demain. Il y a aussi des redevances, des recettes publiques. Mais le problème se pose dans le public comme dans le privé. C'est pour ça qu'il faut, je dis ça en passant, mais les culpabilisations des politiciens de droite sur la dette, sur Fillon, l'État en faillite, la dette que nous laissons à nos petits-enfants, c'est du bavardage. C'est de pure mise en condition idéologique. Si les collectivités publiques n'avaient pas accès à une forme de crédit sous forme d'endettement public, eh bien, on n'aurait jamais construit ni les hôpitaux, ni les routes, ni les écoles, ni les universités dont nous nous servons aujourd'hui. Et quand ces investissements, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sont judicieusement choisis, quand ils se traduisent effectivement par une amélioration du bien-être et par de la création de valeur ajoutée, de revenus sur lesquels on peut prélever des richesses pour les financer, alors ça n'est pas difficile de financer des investissements de cette nature. Là où ça devient compliqué, c'est quand nous sommes comme aujourd'hui dans une économie en crise, où les avances de fonds qui sont mises dans l'économie ne sont pas suffisamment efficaces pour dégager les revenus nécessaires pour correspondre à ces avances, et donc que ça se traduit par une difficulté pour rembourser les emprunts qui ont été faits. Mais ça c'est un phénomène qui se produit depuis que notre économie est entrée en crise, et ça fait un petit moment maintenant, ça fait une quarantaine d'années. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on parle de financement de l'économie. Je fais une présentation un peu technique
qui rappellera peut-être quelque chose à quelques-uns d'entre nous qui ont suivi des écoles d'économie. Quand on veut produire, il faut commencer par avancer de l'argent. Donc on avance de l'argent pour acheter des marchandises. Ces marchandises vont servir à produire, P. Et la production va ajouter de la valeur aux marchandises. On va faire de la valeur ajoutée. Et donc comme les marchandises qui sortent de la production auront plus de valeur que les marchandises qui sont entrées dans la production, la valeur des marchandises qui seront vendues sera supérieure à la valeur de l'argent qui aura été investi dans la production au départ du processus. Et la différence s'appelle, lorsqu'elle est traduite en prix et accaparée par un propriétaire capitaliste, la différence s'appelle un profit. Mais le profit, c'est quelque chose qui est extrait de la valeur qui a été créée par le travail des gens dans le processus de production. C'est un prélèvement du capital sur la valeur ajoutée. De même que les salaires sont une partie de la valeur ajoutée qui va aux salariés. Et puis les prélèvements publics, qui ne sont pas indiqués ici, mais qui peuvent être par exemple servir à financer de la recherche ou de la formation, sont également pris sur la valeur ajoutée. Donc voilà, j'ai terminé la première partie de mon exposé en posant le problème. Nous avons un problème, nous voulons développer l'économie, nous voulons répondre à des besoins sociaux, nous voulons créer de la valeur ajoutée pour pouvoir ensuite la dépenser en services publics, en protection sociale, en salaire, en avantages pour les populations. Où allons-nous trouver cet argent? Alors, évidemment, dans une économie contemporaine, le financement de l'économie fait l'objet d'une organisation institutionnelle. Il y a des institutions qui sont faites pour financer l'économie. C'est ce qu'on appelle le système financier. Alors quand on regarde, je prends l'exemple simple, une entreprise, supposons une entreprise privée. Ça peut être Total, Sanofi, ou ça peut être une PME. Alors d'où peut provenir l'argent qui va pouvoir être mis dans l'entreprise avant même toute production, pour pouvoir permettre cette production, pour pouvoir permettre les investissements, pour pouvoir acheter les machines, acheter les matières premières, payer les salariés pour qu'ils commencent à travailler, faire les recherches, etc. D'où peut venir cet argent? Alors si on cherche de partout, ça peut venir des profits déjà accumulés précédemment par l'entreprise. Si j'ai réalisé des profits l'année dernière, que j'en ai gardé une partie dans l'entreprise, je peux me servir d'une partie de ces profits antérieurs pour investir l'année suivante. Ça peut être des subventions publiques, ça existe aussi. Je rappelle qu'il y a 200 milliards d'exonérations fiscales et sociales, d'aides publiques en tout genre, qui sont versées par l'État français aux entreprises privées, éventuellement publiques d'ailleurs, dans notre pays. C'est considérable. C'est presque les 2/3 de l'investissement total des entreprises. Ça paraît énorme. C'est 3 fois les chiffres avancés en matière d'évasion fiscale. Il n'y a pas besoin d'évasion fiscale. Ils ont déjà droit à 200 milliards de cadeaux par la loi, par les exonérations, par la suppression. Et l'exemple dernier en date, c'est le CICE, 20 milliards d'euros par an. Donc, ça, bien sûr, ça existe, les fonds publics, et l'utilisation de l'argent public est un problème important. Mais je vais insister surtout sur les 2 dernières sources, parce que ce sont quantitativement les plus importantes. Et là, on parle d'argent emprunté. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est de l'argent qui va arriver, que l'entreprise n'a pas, qu'on ne lui a pas donné. Donc, ce n'est pas des profits antérieurs qu'elle avait déjà. Ce n'est pas de l'argent que l'État ou la collectivité publique va lui donner. C'est de l'argent qu'elle n'a pas et qu'elle va aller chercher à emprunter, avec en général, pas toujours, mais en général, promesse de remboursement, auprès des institutions financières qui sont spécialisées là-dedans. Et cet argent, eh bien, il faut comprendre que dans ces institutions financières, il y en a de 2 sortes. Il y a ce qu'on appelle les marchés financiers, et il y a ce qu'on appelle le système bancaire qui fait des crédits. Alors ça, c'est un peu technique, mais j'y insiste beaucoup parce que politiquement, ça change beaucoup de choses, selon qu'on a affaire aux marchés financiers ou selon qu'on a affaire aux banques, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors je décris d'abord un petit peu comment marche le système. Quand on regarde de quoi est composé un système financier comme le système financier français, je ne vais pas du tout détailler mon tableau, je vous donne juste les grandes lignes. Il y a ce qu'on connaît, ce dont on a l'habitude, et qui sont, alors, je montre d'abord ce qu'on connaît, les banques. Les banques, tout le monde a été plus ou moins amené à emprunter à une banque. Tout le monde, sauf ceux qui sont rejetés dans l'exclusion totale, possède un compte en banque. Donc on sait à peu près ce que c'est qu'une banque.
c'est une institution qui recueille les dépôts du public et qui fait des prêts à ses clients, que ses clients soient des entreprises, des particuliers ou les collectivités publiques. Ça, on sait ce que c'est qu'une banque. Mais ce ne sont pas les seules institutions financières qui existent. Il existe aussi une autre façon de financer l'économie, qui est de passer par les marchés financiers. Et là, c'est autre chose. C'est la bourse. C'est, de façon plus générale que la bourse, c'est un ensemble de systèmes organisés dans lesquels on va échanger des marchandises et qui sont d'un type très particulier qu'on appelle des titres financiers. Un titre financier, c'est un document qui prouve que vous êtes propriétaire d'une part dans une entreprise, ça c'est une action, ou qui prouve que vous avez prêté à une entreprise ou à un État, ça c'est une obligation. Donc une obligation, c'est un type de créance, ça veut dire qu'on a prêté et on va être éventuellement remboursé, et on va toucher un intérêt. Une action, ça ressemble beaucoup à une obligation, mais c'est un type de propriété, ça veut dire que normalement on ne sera pas remboursé tant que l'entreprise existe, et on ne va pas toucher un intérêt, mais on va toucher un dividende qui va dépendre des bénéfices qui ont été réalisés pendant l'année. Mais il y a un point commun entre tous ces titres et tous ceux qui leur ressemblent, parce qu'il y a toute une série, une foule de les financiers et les juristes qui travaillent sur les marchés financiers n'arrêtent pas d'inventer des nouveaux produits. Donc tous ces titres-là ont un point commun, c'est que ce sont des marchandises qu'on achète et qu'on vend. On peut vendre, je suis propriétaire, je suis actionnaire de Total, je peux vendre mes actions Total sur le marché à tout moment. Et quelqu'un va me les acheter et va redevenir l'actionnaire à ma place. Si j'ai prêté à l'État français, j'ai acheté une obligation assimilable du Trésor, je peux vendre mon action assimilable du Trésor sur le marché à tout moment. Et donc, les titres financiers circulent comme ça, et leur prix varie en fonction de l'offre et de la demande de titres financiers. Et ça fait monter ou descendre les taux d'intérêt corrélativement au prix des marchés des titres financiers. Donc ce sont deux types d'institutions qui remplissent des fonctions qui se ressemblent. On collecte certaines formes d'épargne et on prête à des agents économiques pour leur permettre de réaliser des investissements, mais avec un mécanisme différent. Dans la banque, c'est une relation bilatérale entre un emprunteur, une banque et son client. Là, c'est un marché où c'est totalement impersonnel, où on a des titres qui circulent, et ceux qui ont de l'argent, je ne dis pas n'importe qui, ceux qui ont de l'argent peuvent les acheter ou les vendre. Et quand on dit ceux qui ont de l'argent, ça peut être des riches particuliers, bien sûr, Madame Bettencourt, des gens comme ça. Mais surtout, des banques, des compagnies d'assurance, des grandes multinationales, des fonds de pension, des fonds de placement. Des endroits où on centralise de l'épargne pour pouvoir la placer sur les marchés financiers. Alors, je rajoute d'autres types d'institutions sur lesquelles je ne vais pas du tout m'étendre. Il y a ce qu'on a appelé les produits, les marchés dérivés, c'est-à-dire qu'à partir de là on ne voit rien parce que c'est en violet et sur noir, mais à partir de ces titres-là, on a construit toutes sortes de mécanismes de spéculation complètement délirants, mais qui représentent une part considérable de la finance contemporaine. Et puis il y a une troisième chose, c'est que pour que tout ceci existe, il faut quelque chose dedans, il faut qu'il y ait de l'argent. Et l'argent, c'est l'affaire du système monétaire, dans lequel ce sont les banques qui jouent le rôle principal, je vais y revenir dans un instant, et puis ce sont aussi les banques centrales. Donc, je ne développe pas davantage ce point parce que nous aurons l'occasion d'y revenir. Je me contente simplement d'insister sur un point. Alors, c'est un point un peu abstrait, un peu qui demande probablement un effort d'attention dans l'exposé de ce soir, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important. C'est la comparaison entre les marchés de titres et le crédit bancaire. Le fonctionnement des marchés de titres, c'est un fonctionnement dans lequel ce sont des gens qui ont de l'argent. Je suis un héritier, la fortune de papa. Je suis un gestionnaire de fonds de pension, c'est-à-dire l'épargne apportée par des fonctionnaires américains ou japonais ou anglais. Je suis une multinationale, c'est les profits que j'ai réalisés et qui me font une trésorerie que je vais placer en attendant d'en faire quelque chose d'autre éventuellement, ou de ne rien faire du tout. Mais c'est de l'argent qui existe déjà, qui a été collecté et centralisé pour pouvoir être placé et servir à acheter des titres, des obligations, des actions, des titres du marché monétaire, que sais-je encore. Alors que dans le domaine du crédit bancaire, et là je demande un peu d'attention parce que c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, ça commence à être connu, mais qui est un peu contraire à l'intuition,
c'est que l'argent qui est mis en circulation par les banques à l'occasion de leurs opérations de crédit, il ne vient de nulle part. Il est créé au moment où la banque fait son crédit. Et ça, c'est une grande différence avec le marché financier. Alors, pour comprendre l'histoire de la création monétaire, il ne faut pas se compliquer l'existence. Il suffit d'imaginer une situation dans laquelle la plupart d'entre nous s'est déjà trouvé. Lorsque un consommateur obtient auprès de sa banque un crédit à la consommation pour acheter une voiture, par exemple, il va recevoir 10 000 ou 20 000 euros pour acheter la voiture. Et bien, à cet instant-là, 10 000 ou 20 000 euros commencent à exister. Ils n'existaient pas avant, et là, instantanément, à partir du moment où le banquier a décidé de faire le crédit, cet argent existe, puisqu'il figure sur le compte du client. Le client va pouvoir le dépenser pour acheter sa voiture. Et puis le vendeur de voiture va pouvoir le dépenser pour autre chose, pour payer les salaires de ses employés, et les employés eux-mêmes vont dépenser cet argent pour les objets de consommation dont ils ont besoin, etc. Donc cet argent va circuler. Il n'existait pas avant l'instant où le crédit a été accordé, et maintenant il existe. Il va pouvoir donner lieu à des opérations économiques, des achats, des ventes, des placements, toutes sortes de choses, des investissements peut-être. Et puis un jour, le crédit sera remboursé. Et donc cet argent sera détruit à ce moment-là. La somme qui figure sur le compte du client va être débitée du montant du crédit, et ça va réduire. Mais pendant tout le temps du crédit, disons un crédit automobile, ça va peut-être durer 5 ans, et bien pendant 5 ans, cet argent va circuler dans l'économie. Avant le crédit, il n'existait pas. Si le crédit n'avait pas eu lieu, il n'existerait pas. Mais tant que cet argent existe dans l'économie, il sert à faire circuler des marchandises et à faire se réaliser des projets qui ne se seraient pas réalisés sans ça. Et donc, l'origine de la création de monnaie, à 90%, c'est l'activité des banques quand elles font du crédit. Les 10% restants, c'est les billets de banque qui sont émis par les banques centrales, selon un mécanisme qui d'ailleurs n'est pas fondamentalement différent de celui-là, mais je n'y reviens pas. Ah, c'est ça. Donc ça fait une grosse différence. Les marchés financiers, c'est du capital qui circule. Le crédit bancaire, c'est de l'argent qui n'existait pas avant et qui peut fonctionner autrement que comme du capital. Ça a une conséquence politique considérable. La proportion entre les deux. Alors j'ai des chiffres, je peux les montrer. Ils sont là, je n'avais pas prévu de les afficher, mais je peux les afficher. Voilà quelques chiffres extraits des comptes nationaux 2016. Vous voyez que les crédits, en France, c'est 4 981 milliards d'euros en 2016. Les titres et les actions, c'est 10 000 milliards d'euros, c'est-à-dire que là-dedans, vous avez les actions qui sont cotées en bourse, mais il y a aussi toutes les actions qui représentent la propriété des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas cotées. Donc ça fait beaucoup d'argent. Vous avez dans les assurances, vous avez aussi qui achètent beaucoup d'obligations. Les assurances collectent 2 000 milliards d'euros auprès des particuliers et des entreprises, et elles placent 2 000 milliards d'euros sur le marché financier. C'est beaucoup. Et puis alors les dépôts, par exemple, les dépôts ordinaires, c'est 460 milliards. C'est 6 milliards d'euros, 6 000 milliards d'euros, et les dépôts ordinaires, c'est 1 million, c'est-à-dire l'argent avec lequel on paye. Et il y a aussi des dépôts un peu perfectionnés, des comptes sur livret, des bons de caisse, des bons d'épargne, des choses comme ça. Vous voyez, ça se compte en milliers de milliards d'euros, si vous voyez ce que je dis. Alors sur les proportions, une autre façon de voir la proportion entre les deux, c'est ce graphique-là que j'avais l'intention de montrer d'ailleurs, qui est celui-ci. C'est le financement des entreprises, d'après les études de la Banque de France, où on distingue entre petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises. Et en bleu, on a la part du crédit bancaire dans le financement des entreprises, et en rouge, on a la part des titres du marché financier. Donc là, on voit très bien comment, en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment, les PME ne vont pas sur le marché financier en général. Par contre, les grandes multinationales, elles se financent massivement sur le marché financier, et même de plus en plus. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à la question, voilà ce qu'on peut dire comme, très brièvement comme élément d'information statistique. Mais je reviens à mon tableau précédent parce qu'il a d'autres conséquences. Donc on voit une première différence entre les marchés financiers. On ne crée pas de monnaie, on fait circuler du capital déjà existant qui exige sa rentabilité. Ou alors les banques, on peut créer de la monnaie. Deuxième caractéristique, sur un marché financier, je suis propriétaire d'un titre, à tout instant, je peux décider de le vendre. Et quand je dis à tout instant, ça se compte en fractions de secondes. Aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui décident, ce sont les ordinateurs, les algorithmes, au millième de seconde. Ils regardent ce qui se passe sur le marché, ils ont des modèles qui les aident à déterminer si ça va monter ou si ça va descendre. Si le modèle dit
le cours va descendre, immédiatement la machine donne l'ordre de vente, et en une fraction de seconde, la vente est faite. Et attention, si vous vendez des obligations de l'État grec, par exemple, ça veut dire que vous étranglez l'État grec et vous le placez dans la situation où il s'est trouvé à partir de 2009, au moment de la crise, et jusqu'à aujourd'hui, puisque jusqu'à aujourd'hui encore, la Grèce n'est plus en état de se financer sur le marché. Si vous vendez les actions d'une entreprise parce que vous considérez qu'elle n'a pas supprimé assez d'emplois, et ça arrive tous les jours, eh bien c'est très grave pour les dirigeants de l'entreprise. Et ils en tirent immédiatement des conséquences. Donc ce qui se passe sur les marchés financiers, ça a des conséquences directes, concrètes, immédiates, gravissimes pour les êtres humains qui vivent sur la planète, mais c'est fait de façon totalement inhumaine. Les marchés financiers sont des institutions qui sont organisées pour que les considérations morales, politiques, écologiques, etc., soient totalement exclues, que la seule chose qui compte, c'est est-ce que ce placement va me rapporter plus? Est-ce que ce placement A va me rapporter plus que le placement B? Ou est-ce que le placement B va me rapporter plus que le placement A? Et les marchés financiers mettent en relation des gens qui ne se connaissent pas. Le gestionnaire de fonds de pension qui est à Denver, Colorado, j'en ai rencontré, il ne sait pas ce qu'il y a derrière les actions Sanofi qui va acheter et qui finance aujourd'hui des chercheurs dans un laboratoire à Vitry. Il ne le sait pas, il ne veut pas le savoir. La seule chose qu'il veut savoir, c'est est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. C'est totalement inhumain et ça n'obéit qu'à la logique du capital. Alors la banque, les banquiers sont des requins aussi comme les autres. Hein. Je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle. Ouais. Mais sauf que si un banquier décide, par exemple, ça arrive aussi tous les jours, de couper les crédits à une PME, il va être obligé de lui dire au patron de PME. Il va... c'est difficile de ne pas le recevoir dans son bureau. Et de ne pas lui dire, ben, écoute, on jouait au tennis ensemble dimanche dernier, mais là j'ai vu que t'es mal coté à la Banque de France, ton bilan, t'as des impayés, j'ai des ordres qui me viennent de Paris, j'arrête. Et le patron de PME, il doit aussi arrêter. C'est un arrêt de mort. C'est des choses qui arrivent tous les jours en ce moment. Mais on est obligé de lui dire en face. C'est-à-dire que le patron de PME, vous